problème. Alors, là, il y a des gens pour les surveiller. Ce sont des cow-boys d'un type un peu particulier, ils sont un hélicoptère. On les appelle les cow-boys du Nord. Xalimou, la bête qui pioche. C'est ainsi que les Indiens appellent le caribou lorsqu'il gratte la neige avec sa patte. Mais le caribou, c'est surtout un mythe du Grand Nord canadien. Serge Couturier parcourt chaque année plusieurs milliers de kilomètres en hélicoptère. Il suit les caribous à la trace. Il est en quelque sorte le gardien de ce troupeau de 800 000 têtes et connaît tous les secrets de cet animal singulier. Son travail consiste essentiellement à assurer la meilleure gestion possible du troupeau. C'est une sorte de cow-boy des temps modernes qui aurait remplacé le cheval par l'hélicoptère, le lasso par le fusil lance-filet. Je suis biologiste en charge des espèces de grands gibiers fauniques de la région nord du Québec. C'est une grande région, c'est le 2/3 de la province de Québec, en fait. Ce sont des espèces, par exemple, comme l'ours blanc, l'ours polaire, comme le bœuf musqué, et surtout, bien sûr, comme le caribou, parce que c'est notre grande ressource faunique, c'est notre grande ressource d'importance commerciale et d'importance culturelle, je dirais, pour les Autochtones du nord du Québec. On a les deux plus grands troupeaux de caribous au monde. Le plus connu, qu'on nomme le troupeau de la Rivière-Georges, c'est en fait probablement le plus grand troupeau d'animaux sauvages au monde. C'est une entité biologique qui se déplace, qui parcourt un territoire dans un an, par exemple, sur un cycle annuel, un territoire qui est grand comme la France. C'est immense, c'est plus de 600 000 km² qui sont couverts par les animaux de ce troupeau-là. La première question qui se pose quand on veut étudier un troupeau de caribous, c'est « Mais où sont-ils? » La toundra est très vide quand les caribous sont passés. Certaines bêtes du troupeau de la Rivière-Georges peuvent inscrire leur nom dans le livre mondiaux des records sous le chapitre de la plus grande migration faite par un animal terrestre. Certaines femelles vont faire jusqu'à 8000 km dans une seule année. Les bêtes sont plus maigres, en moins bonne santé. Les petits, même à la naissance, plutôt que peser 7 kilos comme il y a quelques années, vont en peser 5 kilos et demi, par exemple, presque 1,5 kg de différence. Donc, ils arrivent à l'automne déjà un peu plus affaiblis, un peu plus susceptibles à la prédation, différentes causes, un peu plus susceptibles aux noyades, aux accidents de toutes sortes. Puis ça, c'était quoi? Un autre caribou, une femelle. Juchés entre la mer du Labrador et la baie d'Ungava, les monts Torngat représentent les plus hautes montagnes du Québec. C'est au pied de ces montagnes que les femelles caribous se rassemblent dans une sorte de refuge. C'est probablement ce que le caribou a appris à connaître au fil des ans. C'est-à-dire que les femelles caribous se sont habituées graduellement à donner naissance à leurs jeunes dans un endroit où il n'y a pas beaucoup ou très peu de loups. Les recherches sur le terrain, c'est une bonne occasion de tenter d'accroître davantage notre collaboration avec les Inuits. Par exemple, il est très important de tenter d'éveiller l'intérêt des jeunes Inuits à la faune. Eva Papigatuk et Jimmy Unawinuk ont été choisis grâce à un concours scolaire et ont pu nous accompagner sur le terrain pour voir un peu en quoi consistait le travail du biologiste de la faune. C'est ces grandeurs à perte de vue, c'est la faune, c'est l'abondance de caribous qu'on y retrouve, c'est les espèces particulières de faune, le renard arctique, le loup. On ne peut pas rester indifférent face à la faune du nord du Québec, donc face au nord du Québec. Quiconque est le moindrement intéressé par la faune, par la nature, tombe immédiatement en amour avec le nord du Québec.
Alors nous revenons là du pays des Inuits, mais nous sommes au pays des Indiens, les Abénakis. Et je crois qu'ils avaient bien de la chance de voir ces couleurs dont on vous parlait tout à l'heure, ces couleurs de l'automne qui sont les couleurs de l'érable, c'est la feuille d'érable. Hein. Et pourquoi ça devient rouge alors comme ça, ici? Eh bien ça devient rouge parce que à cette saison, en fonction de l'éclairage du soleil, la chlorophylle disparaît et laisse place au sucre. Et plus la feuille est riche en sucre, plus elle est rouge. Ah, je croyais que c'était au niveau du froid, moi, pas du tout. Non, c'est l'éclairage qui joue. La feuille est encore vivante. Hein. Il y a des bergers allemands par ici, Pierre? Oh, ça c'est une liaison un peu trop facile quand même, Marie-Laure. C'est vrai. Hein. Effectivement, nous allons parler maintenant d'un chien qui reste vraiment en tête des demandes des Français comme chien de garde et de défense. C'est un chien sûr, un chien sympa, c'est le berger allemand. À la fin du siècle dernier existaient en Allemagne des chiens de berger très performants à la garde des troupeaux. Suivant les régions, leur apparence était quelque peu différente, mais tous possédaient les mêmes qualités, à savoir robustesse, rusticité et intelligence. Un certain Frédéric von Stefanitz, capitaine de cavalerie, remarquait l'un de ces chiens et l'achetait pour son chenil. La naissance d'une grande race s'annonçait, celle du berger allemand. Salut mes bébés! Salut les petits poussins! Nous voici au royaume des 101 bergers allemands et comme dit le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. C'est le cas de Pierre Delaquy qui ne vit que pour le BA depuis presque 20 ans et qui nous explique les raisons de cette passion. Nous n'élevons que du berger allemand. Tout simplement parce que c'est le chien le plus polyvalent, le plus merveilleux, le plus beau. C'est en effet, depuis plus de 20 ans, le chien qui est en tête du hit parade des naissances au niveau de la Société centrale canine, avec plus de 15 000 naissances par an. C'est un chien qui n'est pas un chien à la mode, c'est un chien qui est toujours aux alentours des mêmes effectifs. Venez vite mes bébés. Le berger allemand est un chien très polyvalent, il a plusieurs cordes à son arc et c'est également un chien très élégant, très racé, capable de faire des expositions de beauté. Absolument, puisqu'ils viennent de réaliser une belle performance à Longchamp en faisant le premier excellent de la classe ouverte mâle. Donc c'était Onyx qui a gagné? C'est Onyx qui a gagné la classe ouverte mâle. Alors, ce berger allemand, il fait plein de choses. Il fait notamment de l'agility également. Tout à fait, il fait de l'agility sur tous nos terrains, en concours ou pour le plaisir. Il n'est pas trop handicapé par son poids, est-ce qu'il est assez rapide? Parce qu'on voit des chiens très rapides sur les terrains. Alors, c'est un chien qui est très rapide, pas aussi rapide que certains petits chiens ou que certains chiens plus lestes, mais c'est un chien très rapide quand même. Alors, il excelle également dans le pistage. Bien sûr, puisque depuis tout le temps, dans les championnats de France de pistage, ce sont des bergers allemands qui sont en tête des championnats. Est-ce que tous les BA sont prédisposés au pistage? C'est une question de flair, d'obéissance, d'éducation de base? Comment ça se passe un petit peu? Alors d'une manière générale, tous les bergers allemands sont prédisposés au pistage puisque ce sont des chiens qui ont un nez particulièrement développé. C'est pour ça qu'on retrouve ces chiens-là dans une utilisation multiple, telle que la détection de drogue, telle que la détection d'étrangers, la recherche de personnes égarées, etc. Et l'éducation se démarre à quel âge? Pour le pistage, on préfère commencer l'éducation à 2 mois et demi. Ah oui, donc tout jeune, vraiment tout jeune. Voilà, monsieur, attachez le dehors. Oui, c'est ça que ça sortait là-bas. C'est bien ça, les bébés. C'est bien, les bébés. Alors, il y a une autre activité sportive avec le BA, c'est le mordant. Est-ce que, obligatoirement, les chiens doivent avoir un bon caractère, être bien équilibrés, ou sinon ça risquerait d'être dangereux? C'est très important d'avoir un très bon caractère pour faire du mordant. Sinon, ce n'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Bon, alors on va essayer de faire une petite séance mordant. Absolument. Qui va rentrer dans le costume? Sébastien est fatigué? Eh bien, l'un d'entre vous. Voilà, ils sont contents, ils ont réussi à me déguiser, ça les fait rire. Écoutez, je vais tester le gros berger allemand. Viens, courage. Bon, bah voilà, j'ai été bien mangée, je suis pas morte. Enfin, vous voyez, c'est pas la peine. Les chiens qui font du travail au mordant, en fait, ne sont pas des chiens méchants. Et heureusement, parce que je pense que si on commençait à travailler avec des chiens comme ça tournerait vite au drame. Enfin, celui-là, il a l'air content. Il se dit, tiens, l'homme d'attaque, c'était pas le même que d'habitude. De type lupoïde, le berger allemand est un trotteur. Et pour ce faire, il doit avoir un bras long, une croupe assez longue également, mais pas trop inclinée, et des angulations arrière marquées, mais sans exagération.
la couleur la plus connue, c'est bien sûr le noir et feu, avec des nuances plus ou moins claires. Et ça peut aller jusqu'au noir uni, j'en ai vu un tout à l'heure d'ailleurs chez Pierre. S'il aime jouer au gendarme et au voleur, il est avant tout le roi des gardiens et dans l'intimité, un prince de douceur. De toute façon, une telle notoriété n'est certes pas le fruit du hasard. Eh bien dis donc, elle est courageuse, hein, Sandrine. Alors j'ai laissé Pierre et Marie-Laure dans la montagne pour observer les magnifiques couleurs des érables. Et je vais vous parler maintenant d'une espèce menacée qui vit autour de nos habitations et même dedans, et puis que l'on trouve aussi surtout sous les ponts. Alors en parlant de ponts, si vous venez au Québec, eh bien il faut venir admirer l'architecture de ces fameux ponts couverts. Il y en a 21 dans les cantons de l'Est. Il y en a un juste derrière moi ici qui a été construit en 1862. Si à l'époque on construisait des ponts couverts, eh bien c'est simplement pour qu'ils ne pourrissent pas sous l'effet du climat qui est très difficile dans la région. Ainsi, un pont qui était couvert durait 100 ans, alors qu'un pont non couvert avait une durée de vie de 10 à 15 ans seulement. C'est pour ça qu'on en voit encore aujourd'hui dans toute la région. Alors l'espèce dont je vais vous parler maintenant, vous l'avez certainement deviné, c'est la chauve-souris. Et pour mieux comprendre eh bien, pourquoi il faut la protéger, je vous emmène à San Antonio, dans l'état du Texas. Regardez de plus près. On dirait des oiseaux, mais en réalité ce sont des chauves-souris. Elles vivent par millions dans cette grotte près de San Antonio au Texas, où elles dévorent d'incroyables quantités d'insectes, avec une préférence pour les papillons de nuit, les moustiques et les moucherons. Synonymes de nuit et de vampires, les chauves-souris ont toujours été associés aux recettes de vieilles sorcières. En vérité, il ne faut pas craindre les chauves-souris. La chauve-souris est un petit animal secret qui vit surtout la nuit. C'est probablement l'un des animaux les plus méconnus et les plus redoutés. Ce qui est vraiment une tragédie pour elle, car la chauve-souris est inoffensive. On peut même dire qu'elle joue un rôle très utile dans la nature. Merlin Tuttle dirige l'Association internationale pour la protection de la chauve-souris dans l'État du Texas. Fondée en 1982, cette organisation est leader en matière de protection de chauves-souris. En collaboration avec l'Université du Texas, elle va fonder le Centre international pour la recherche et la protection de ces mammifères volants. À ma connaissance, ce sera le premier centre fondé en collaboration par un établissement académique et un groupe de défense de la nature. L'utilité de la chauve-souris n'est plus à prouver. Dans les tropiques, les chauves-souris assurent 98% de la dispersion des graines qui poussent dans la forêt tropicale. Elles jouent également un rôle important dans la pollinisation des fruits sauvages. Les chauves-souris sont notamment nécessaires à l'industrie de la tequila pour polliniser la fleur de l'agave qui sert à produire cette eau de vie. Sans la chauve-souris, espèce aujourd'hui menacée d'extinction, les chances de produire des graines pour la tequila seraient 3000 fois plus réduites. Et les chauves-souris sont bel et bien menacées. Menacées par la transformation de nos paysages qui élimine petit à petit toutes les cavités qui leur servent de nid. Menacées également par l'utilisation de pesticides qui tuent les insectes dont elles se nourrissent. Aux États-Unis, 40% des espèces sont en danger. L'avenir est vraiment sombre pour les chauves-souris, pour l'environnement et pour de nombreuses activités économiques si on n'agit pas rapidement. Protéger les chauves-souris intéresse aussi le milieu médical. Les résultats préliminaires d'une étude sur les déchets des chauves-souris, le guano, indiquent que les bactéries du guano peuvent servir à décontaminer les déchets industriels et à produire des antibiotiques. Alors faut-il vraiment laisser disparaître les chauves-souris ? Il y a beaucoup de chauves-souris en France, non? Oui, il y en a pas mal, mais il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition parce qu'on a détruit leur habitat et également parce que les gens ont peur et font quelquefois des bêtises en les détruisant. J'ai d'ailleurs un copain de Jean-François Noblet qui travaille à la Frapna, qui a créé une association qui s'appelle SOS Chauve-souris, c'est-à-dire que vous avez un problème, vous avez des chauves-souris chez vous, ou vous en avez peur, vous ne savez pas qu'en faire, vous lui téléphonez et ça marche tout seul. Et puis c'est bien, c'est bon signe d'avoir des chauves-souris chez soi. C'est bon signe, ça porte bonheur. Dites-moi, admettons que vous ayez un chien qui perd